Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il fut un temps où la chanson se déplaçait très lentement. Elle se déplaçait de village en village, elle se déplaçait de pays en pays, au pas des troubadours, au pas des compagnons et au pas des caravanes. Il fut un temps aussi où la chanson était dans la rue, dans les ateliers, dans les champs. Et puis il fut un temps encore où la chanson était l'œuvre de compositeurs inconnus qui étaient tantôt des seigneurs désœuvrés, tantôt des artisans, tantôt des soldats. Aujourd'hui, en 1972, les choses ont bien changé. La chanson est pratiquement partout, on peut l'acheter partout, on peut se la procurer partout, il suffit de pénétrer dans la plupart des magasins et on la trouve comme n'importe quel produit de consommation, comme n'importe quel produit d'alimentation. On la trouve tirée à des milliers d'exemplaires, on trouve les mêmes refrains, les mêmes musiques. On peut dire qu'aujourd'hui, la chanson d'autrefois est devenue une véritable industrie qui déplace chaque année des sommes considérables et qui est maintenant l'affaire de professionnels, c'est tout à fait normal, des professionnels qui, comme pour les produits de consommation, lancent des artistes, lancent des chansons à coups de publicité et à coups d'affiches. C'est pourquoi il nous a paru intéressant d'essayer ce soir, d'essayer de pénétrer dans les coulisses de ce métier, dans les coulisses de cette industrie, grâce à ce nouveau dossier de l'écran qui est consacré ce soir au show business. Show business traduisé, si vous voulez, en français par le métier du spectacle. Comment fabriquer une vedette? Eh bien, c'est le titre de notre émission, mais c'est aussi le thème du film que nous avons choisi pour l'illustrer, le rock du bagne, et dans lequel vous allez retrouver Elvis Presley qui est un jeune homme sortant de prison et qui va accéder à la gloire grâce à la chanson. Comment fabriquer une vedette et aussi comment fabriquer des chansons? Eh bien, ce sont là des questions auxquelles pourront bien entendu répondre nos invités tout à l'heure, puisque beaucoup d'entre eux ce soir, évidemment, sont des chanteurs, des auteurs, des compositeurs, interprètes, comme par exemple Léo Ferré. Est-il bien utile de le présenter? Je rappellerai simplement qu'il est l'auteur de beaucoup de chansons, dont peut-être, en tout cas c'est celles qui me reviennent à la mémoire, de Paris Canaille, du Piano du Pauvre, et puis aussi de la Mafia. Avec nous également ce soir, Lenny Escudero qui compose lui aussi les paroles et la musique de ses chansons. Michel Fugain, également compositeur et interprète de ses chansons et qui vient de réaliser un chiffre de vente record avec sa dernière chanson qui s'appelle La Belle Histoire. Moustique, je pense que un certain nombre d'entre vous s'en souviennent. Moustique, après une montée très rapide, était parvenu au rang de vedette. Et puis il a rompu avec le métier pour se consacrer à la brocante. C'est une profession qu'il exerçait déjà auparavant. Il nous expliquera tout à l'heure pourquoi et comment et quels sont ses projets d'avenir. Louis Guy, c'est le compositeur auquel on doit notamment deux très grands succès, Cerisier rose et Pommier blanc et La vie en rose. On lui doit aussi une centaine de partitions de films, aussi bien en France qu'à l'étranger. Bruno Cocatrix qui, avant de devenir organisateur de spectacles, puisqu'il dirige l'Olympia depuis maintenant 20 ans, a composé lui aussi des chansons, plus de 350, et il a été également impresario, et il a été également producteur de théâtre. Eddie Barclay qui sourit, Eddie Barclay qui a réussi dans le show business, dans le métier du spectacle, une carrière extraordinaire, puisqu'après avoir commencé à vendre lui-même ses disques, en vélo, c'est lui-même qui les livrait en vélo, eh bien, Eddie Barclay dirige maintenant une société de disques extrêmement importante qui porte son nom et dont il est le président-directeur général. Pierre Bourgoin est directeur d'une société concurrente qui s'appelle Marconi, directeur de production de pâté Marconi. Et puis, nous avons également avec nous notre consoeur, Daniel Eman, qui est responsable des pages spectacles de l'Express. Voilà, vous allez pouvoir interroger nos invités comme à l'accoutumée, vous allez pouvoir le faire en appelant tout à l'heure pendant la projection du film et après, pendant le cours du débat, nos invités en téléphonant à SVP. Mais ce soir, exceptionnellement, nous voudrions à notre tour vous poser deux questions dont les réponses nous paraissent intéressantes. La première question s'énonce très simplement, c'est qu'attendez-vous en général de la chanson? Qu'attendez-vous en général de la chanson? La seconde question s'énonce ainsi, êtes-vous satisfait ou non bien sûr, êtes-vous satisfait des chansons, des musiques que vous pouvez entendre quotidiennement? Voilà, nous vous demandons bien sûr de continuer à téléphoner pour interroger nos invités sur ce métier du spectacle, sur ce métier de la chanson, mais aussi de bien vouloir répondre tout simplement par oui ou par non à ces deux questions que je vous rappellerai tout à l'heure. Donc vous pourrez le faire dès 21h30 et pour l'instant je vous laisse regarder le film Le Rock du Bagne et nous nous retrouverons dans environ
1h15. Je rappelle que vous pouvez continuer à appeler SVP. Guy Darbois me disait il y a un instant qu'il y avait déjà eu beaucoup d'appels pendant la projection de ce film. Vous pouvez donc continuer à appeler SVP. SVP 1111 pour ceux d'entre vous qui habitent Paris et la région parisienne, le 16, le 1, et ensuite SVP 1111 pour ceux d'entre vous qui habitent la province et qui disposent du téléphone automatique. Et puis pour ceux qui n'ont pas ce téléphone automatique, eh bien ils ont recours à l'opératrice pour entrer en contact avec Guy Darbois. Mais je vous le disais tout à l'heure en commençant cette émission, nous souhaitons ce soir que vous répondiez exceptionnellement à 2 questions. Vous allez bien sûr poser, vous, des questions à nos invités, mais nous souhaitons également que vous répondiez à 2 questions qui s'énoncent très simplement. La première est celle-ci: qu'attendez-vous en général de la chanson? Qu'attendez-vous en général de la chanson? Et la seconde, êtes-vous satisfait des chansons, des musiques que vous entendez quotidiennement? Voilà. Guy, c'est à vous maintenant. Je pense que vous pouvez déjà peut-être faire un premier pointage des réponses que vous avez obtenues. Bien sûr, et je crois que les téléspectateurs seront durant toute l'émission aussi partagés qu'ils le sont dès à présent. À la question « Qu'attendez-vous de la chanson ?», les réponses sont souvent contradictoires. Délassement, évasion, ce que j'attends d'une chanson, mélodie, poésie, de l'air pur, ce qui exclut les chansons dites engagées, où la chanson actuelle a le don d'exciter trop les nerfs, dit une dame qui est industrielle, un peu plus de modération dans la musique moderne. Par contre, il y a une autre partie de nos correspondants qui attendent un texte éloquent. Un message doit venir dans la chanson, le texte est donc important et ne doit pas être étouffé par l'accompagnement musical. La chanson doit distraire et enrichir. Il manque des chanteurs engagés. À la question « Êtes-vous satisfait de la chanson aujourd'hui ?», c'est non. À 65, 66, jusqu'à 69% maintenant. C'est le dernier chiffre qu'on me donne. Ce sondage rapide indique donc qu'il y a une forte majorité de mécontents. Et cela se traduit dans les questions. Elles sont très critiques et même dures. Je serai obligé de les poser. Pour commencer, plus qu'une question, une affirmation de plusieurs correspondants qui nous disent « Dans le show business, le talent passe après les impératifs commerciaux et publicitaires. » Qu'en pensez-vous ? Qui veut répondre? De toute façon, vous allez tous vouloir donner votre opinion. Qui veut commencer? Moi, je veux bien Eddie Barclay, si vous voulez. Je pense que le talent passe pas du tout avant les considérations commerciales. Après les considérations. Oui, après. Mais on recherche toujours, quand on fait la recherche d'un artiste, on recherche d'abord la qualité de l'artiste, on recherche la qualité de sa chanson. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a différentes sortes d'artistes aussi. Il y a des artistes interprètes que l'on doit habiller, à qui nous devons donner des chansons. À ce moment-là, on téléphone à des compositeurs et à des auteurs qui, selon la personnalité de l'interprète que nous aurons choisi, que nous aurons contracté, seront bien habillés ou mal habillés. C'est une affaire de confrontation entre l'artiste... C'est-à-dire qu'on va écrire un texte sur mesure pour eux. Exactement. Ça s'appelle l'habillage de l'artiste. Il en est conscient, il va en discuter avec sa maison de disque ou son directeur artistique, et à partir de ce moment-là, ou bien il va, à l'aide d'un bon disque, d'une bonne chanson, d'un bon arrangeur, d'un bon disque, devenir possiblement une vedette, ou non. Et puis il y a les auteurs-interprètes, et là vous en avez ce soir 3 qui sont merveilleux, qui font leur matériel. Ceux-là n'ont pas besoin de nous. Ils écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire, ils lancent les messages, puisqu'il s'agit de messages qu'ils ont envie de donner, et notre seul travail est d'essayer de les exposer, de les promouvoir, de les faire connaître mieux du public, si nous croyons en leur talent, et si nous pensons que ça peut devenir de très, très grandes vedettes. Et comment choisit-on, attendez, je voudrais juste vous poser une question, comment choisit-on un artiste plutôt qu'un autre? Je parle d'un débutant, un monsieur qui arrive une première fois pour taper à votre porte, à la vôtre ou à celle d'une autre société de je suis obligé de vous dire que c'est au hasard des rencontres, des auditions, quelquefois des amis qui vous téléphonent en disant tu devrais entendre tel type que j'ai entendu à Saint-Germain qui joue de la guitare sur les marches de l'église. Ça peut arriver n'importe où. Bruno le sait bien, il en a reçu chez lui, notre ami Bourgoin aussi, et même Léo Ferret et Escudero et Fugain en entendent eux-mêmes dans leur tournée. Et de temps en temps, ils vont voir leur directeur de disque, ils disent j'ai entendu un tel et tu devrais t'en occuper parce qu'il a quelque chose à dire, il a une personnalité évidente, il faut faire quelque chose pour lui.
Guy. Eh bien, je pense pour ma part que Barclay a raison. Je crois que la réussite d'un artiste, c'est comme un bouquet de fleurs. Vous ne pouvez pas faire un bouquet de fleurs avec une seule fleur. Il vous faut plusieurs fleurs. Et la réussite d'un artiste, une fleur, c'est d'abord ce qu'il apporte lui personnellement. Après, il faut qu'il trouve une chanson, il faut qu'il se marie avec une chanson. C'est comme un interprète au théâtre doit trouver un rôle. C'est comme au cinéma, il faut trouver un sujet. Donc un chanteur qui veut chanter, où il se sert lui-même, n'est-ce pas, comme Escudero, où il est obligé de faire appel à des gens qui fabriquent des chansons, des auteurs, des compositeurs. Mais là, c'est encore une autre fleur. Après, il y a le contact avec le public. Après, il y a le visage. Parce qu'il est incontestable que le physique joue énormément dans la chanson. Parce que une jolie petite gueule, c'est déjà une fleur du bouquet de fleurs. Ensuite, c'est pas une nécessité absolue. La tête, c'est peut-être pas une nécessité absolue, seulement tu es d'accord que si on a une jolie petite tête sympathique et que ça plaît, c'est tout de même mieux que d'avoir un physique un peu ingrat, ce que l'on appelle. Donc je crois que la réussite... Ça peut arranger pas mal de choses. Donc la réussite, elle tient à beaucoup de choses. Je crois qu'il ne faut pas croire qu'un directeur de maison de disques peut tout faire et peut fabriquer entièrement. Je ne crois pas personnellement... C'est impossible de fabriquer quelqu'un entièrement. Il est totalement impossible. Si vous n'avez pas le terrain, si vous n'avez pas la matière, si vous n'avez pas la personnalité de l'individu, c'est impossible de fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Ce que vous pouvez, c'est mettre en valeur. Vous pouvez peut-être aller plus vite. Mais justement, nous en parlions tout à l'heure, nous avons connu des débuts, n'est-ce pas, qui ont mis un certain temps à mûrir et à réussir, parce que la coïncidence, je ne crois pas personnellement à la chance, mais je crois à la coïncidence de la vie, la rencontre de monsieur Untel, la rencontre de monsieur Untel, qui se fait plus ou moins tardivement. Mais, vous savez, la réussite est faite de mille choses, le tempérament, la morphologie aussi, le caractère. Je crois personnellement qu'on ne peut pas tirer une loi. D'ailleurs, s'il y avait le mode d'emploi pour faire une vedette, on irait l'acheter chez le quincaillier et à chaque fois on ferait une vedette. Donc il n'y a pas de mode d'emploi. Oui, Louis Guy parle très poétiquement de bouquets de fleurs, mais le problème n'est-il pas de savoir peut-être aujourd'hui si on ne veut pas cueillir ces bouquets de fleurs un peu vite? C'est-à-dire, est-ce qu'une maison de disques qui investit beaucoup d'argent, d'intelligence et d'amitié souvent dans la carrière d'un artiste peut se permettre d'attendre qu'il soit mûr et d'attendre justement qu'il fasse ses preuves et qu'il ait la chance d'éclater. Je crois que le métier maintenant se sépare en plusieurs compartiments en fait. L'artiste est très pressé aussi d'arriver, tu veux signer. Bien sûr qu'il est pressé, bien sûr qu'il est pressé, mais il y a des gens qui ont fait leurs preuves tardivement, qui ont pris leur temps pour mûrir. Presque tous les grands. Voilà, merci Andy. Presque tous les grands, et moi qui fais partie d'une nouvelle génération, je dirais les grands d'une génération. D'une génération. Mais la mienne n'a plus eu cette possibilité. Bon, il faut qu'on soit au moins d'accord là-dessus. Les masses médias, puisque c'est d'elles dont il faut parler, ont changé. Les moyens de diffusion ont changé, c'est-à-dire qu'on s'y prend tout à fait différemment maintenant. Les premiers contacts avec le public sont complètement différents. Alors qu'il était une époque, effectivement, où les gens passaient sur scène et après être passés sur scène enregistrés, c'est ce qu'on a toujours dit en tout cas. Ma génération n'a pas connu ça. Non, tu as raison. Vous avez commencé immédiatement la télévision, la radio, exactement. Les journaux, un tas de moyens fantastiques. Essayons de prendre un exemple. Vous avez commencé comment, vous, M. Fugain? Le plus simplement du monde, d'abord, j'ai été un compositeur d'édition. J'ai travaillé dans une édition, d'ailleurs dans l'édition d'Eddy, et j'ai travaillé toute la journée. J'ai passé vraiment des journées absolument fantastiques à faire de la chanson, des musiques toute la journée, des musiques avec des auteurs, avec des compositeurs amis, et ce n'est qu'après qu'on m'a donné la possibilité d'enregistrer. Mais lorsque j'ai enregistré, lorsqu'on m'a donné cette possibilité-là,
qui ne m'était pas d'ailleurs apparu comme quelque chose d'extraordinaire. Ça semble naturel aux gens de ma génération. Absolument. Ça s'est passé tout à fait normalement. C'est-à-dire qu'on a sorti un disque, il est allé en radio, on l'a mis en radio, puis on l'a mis en télévision, ça m'a donné l'occasion de faire quelques télévisions, ça m'a donné l'occasion de faire un nouveau disque, mais c'est une accroche très normale vis-à-vis. C'est pour ça que quand je tiens à dire que le genre de film qu'on vient de voir, il faut absolument tout gommer, tout remettre à plat. C'est faux, ça n'existe plus. Terminé, ça ne se passe plus du tout comme ça. Le métier, le show business dont il est question ce soir est une chose excessivement normale et beaucoup plus qu'une industrie et beaucoup plus un artisanat, à mon avis. Guy Darbois. Daniel Eman parlait de ces bouquets de fleurs qu'on cueille trop vite, et justement on nous demande d'évoquer le pourcentage des laissés pour compte, c'est le terme employé par notre correspondant, qui ont essayé de se lancer dans la chanson. Pierre Bourgoin, je pense que vous pouvez répondre. Vous êtes directeur de production chez Pathé Marconi, c'est-à-dire que vous avez les mêmes fonctions qu'Eddie Berkeley. C'est à vous qu'il appartient de choisir, de décider à qui on donne sa chance, pour parler simplement. Tout dépend de ce qu'on entend par laisser pour compte, parce que c'est un terme assez cruel, qui peut se borner à constater le nombre d'échecs au niveau de la première audition, ce dont on parlait tout à l'heure, le premier contact avec un studio, ou le laisser pour compte qui est encore plus cruel, c'est celui à qui on a donné une chance et que la chance n'étant plus avec lui, a dû se retirer de la compétition. Et là, les proportions c'est une statistique qu'on fait assez peu parce qu'elle est peu réjouissante. Il y a très peu d'élus. Je voudrais vous poser une question, Moustique. Oui. Vous avez connu très très vite une certaine notoriété, ou une notoriété certaine, comme on veut, dans la chanson, et puis vous avez abandonné ça, et vous êtes retourné à votre métier hanté, c'est-à-dire à la brocante. Et tout à l'heure, vous me disiez, mais je reviendrai à la chanson, plus tard, peut-être, et je suis parti trop vite. J'étais un amateur et on a voulu aller trop vite. C'est-à-dire que même encore maintenant, quand je pense à tout ce qui s'est passé, j'ai du mal encore à réaliser tout ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé trop de choses et trop vite. Parce que, par exemple Par exemple, on a fait de moi directement une vedette, alors que je n'étais pas une vedette. Qu'est-ce que vous appelez Qu'est-ce que vous voulez dire par on a fait de moi une vedette? Les circonstances ont fait de moi une vedette. J'étais pas prêt. C'est-à-dire que avec le temps, je crois que j'aurais pu m'exprimer, mais tout s'est passé tellement vite que j'ai pas encore même maintenant compris tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire être une vedette dans le domaine de la chanson? C'est de passer dans un music-hall ou dans un cabaret ou dans un casino en tête d'affiche. Pour moi, ça représente ça. C'est-à-dire que vous êtes à l'affiche et les gens viennent vous voir. Ça ne correspond pas tout à fait à ce que disait tout à l'heure Eddie Berkeley, qui disait on ne peut pas promotionner quelqu'un qui n'a pas de talent. Et vous disiez, vous dites je n'étais pas prêt. Or, on ne peut pas lancer quelque chose qui n'est pas prêt. Enfin, il y a une espèce de contradiction là. C'est ce que disait Daniel Eman aussi tout à l'heure. Quelquefois, on lance trop vite certaines personnes qui ont un certain talent. On les lance trop vite, on les expose trop vite au public, elles n'ont pas le volume ni les épaules pour répondre justement à l'effort qu'on fait sur elles. Oui. Enfin, je crois que dans le terme vedette, il y a... C'est ton avis, Léo, non? Il y a un élément de durée. C'était différent parce que ta position est complètement différente. Non, je suis pas différent. Moi, je suis pas différent des gens. Vous savez, ce métier, c'est d'abord quelqu'un qui arrive sur une scène. Et c'est difficile sur une scène avec un trou noir. Une vedette, pour moi, ça n'existe pas. Une vedette, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je viens de faire l'Olympia chez Bruno pendant 3 semaines. Admettons, c'était plein tous les soirs, ou à peu près, enfin, sauf peut-être le dimanche après-midi. J'ai peut-être vu à Paris, il y a peut-être, mettons, au grand maximum 50 000 personnes qui m'ont vu en 3 semaines. Il y a 8 millions d'habitants à Paris. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une vedette? D'autre part, je vous écoutais tout à l'heure, et ils connaissent bien leur métier, et Eddie, et Louis Guy. Et
à parler de couture, il habille les gens, et l'autre d'horticulture. Et c'est bien, parce que c'est l'art aussi. Mais imaginez-vous que quand on commence dans ce métier, on est seul. Personne ne vous aide. Ni M. Barclay, ni M. Cogatrix, ni M. Louis Guy, qui lui est arrivé peut-être... Non. Vous l'aviez chanté d'ailleurs. Oui, je sais. Ça s'appelait La Mafia. Oui, mais c'est pas pareil. Nous en parlerons si vous voulez. On va éviter cet abcès. Je sais que 17 ans après, je suis retourné chez Cogatrix. Alors évidemment, j'ai écrit La Mafia. Bon. Je disais que vous êtes sur une scène tout seul, et quand vous commencez, personne ne vous connaît, et un beau jour, vous voulez chanter des chansons, vous vous rendez compte. Vous allez dans une maison d'édition, on vous fout poliment dehors, ou pas poliment, ça arrive aussi. Vous arrivez dans une maison de disques, bon, on vous fait faire un essai. Dans les maisons de disques, il y a des gens compétents, mais il y a surtout des gens incompétents. Et singulièrement, ce qu'on appelle les directeurs artistiques. Vous comprenez? Ce métier est fait de malentendus. Il y a des gens qui chantent, ceux qui chantent. Lorsque une vedette, quelle qu'elle soit, remplit une salle avec ce qu'elle fait, même quand elle chante des conneries, remarquez que les conneries, c'est jamais elle qui les écrit, on les fait chanter. On les fait écrire pour elle. On l'a dit tout à l'heure. Oui, elle accepte de les chanter par la même occasion. Elle accepte de les chanter peut-être. Bon, enfin, elle fait du monde. Elle fait du monde. Donc une vedette, c'est quelqu'un qui remplit une salle. On ne fait pas de cadeau à un chanteur. Vous comprenez? Un chanteur, un artiste, c'est un mec tout seul. Au début. Après, on se dit, d'abord, on nous découvre toujours. 20 ans après. Bon, je l'ai connu dans un cabaret, il chantait aux chansons, au piano, comme ça, il était comme ça, etc. Mais quand j'ai débuté, moi, que je chantais au piano, c'était pas marrant, on me connaissait pas. Moi, j'ai commencé au Bœuf sur le Toit, au piano, comme ça, avec l'inénarrable Moïse. Je dis inénarrable dans le bon sens, c'est un monsieur adorable. Il continue cette tradition du Bœuf sur le Toit. Et bien, on me connaissait pas. L'impresario qui m'avait fait faire cette affaire avait mis il avait imprimé 5000 cartes, et j'ai vu Léo Ferrer. Je lui ai dit, mais c'est une erreur, pourquoi il me dit, non, ça fait plus espagnol, c'est bien comme ça. Avec ce que je chantais, il paraît que ça marchait. Et bien, je chantais au piano des chansons qui étaient dans l'esprit, en tout cas, ce que je fais maintenant. Les gens ne me connaissaient pas, et puis les gens buvaient. Et j'étais obligé de partir souvent de mon piano parce que je n'ai jamais admis qu'on m'interrompe quand je chante. Et c'est la raison pour laquelle je chantais peu aussi. Comprenez? Je voulais mettre au point cette question de malentendu entre des gens qui veulent, pour des raisons d'ailleurs jamais amicales, mais enfin c'est leur métier, vendre des artistes, et l'artiste qui accepte ou non de se vendre. Il y a entre ces gens-là et nous un mur. Léo Ferré, je ne sais pas si vous considérez que vous êtes une vedette, mais la rumeur publique veut bien le dire. Mais vous avez eu du mal à y arriver. Ça a été dur, ça a été une route longue. Vous savez, au fond, il ne faut pas dire que j'ai eu du mal, parce que il faut savoir attendre. Et moi, j'arrivais avec mes trucs, vous vous rendez compte ce que je chantais à une époque. Maintenant, on dit il y a 20 ans, c'est le Moyen-Âge. L'histoire va tellement vite. Je chantais des choses incroyables. Vous comprenez, quand je me remets ça dans la tête. Je m'en souviens. Je disais des choses, et les gens disaient, qu'est-ce que c'est ce type, d'où il vient, quoi, ça veut dire. Mais des fois des fois fraternellement, mais des fois avec antipathie. Hein, il fallait la radio. Vous comprenez? Et vous dites que je suis une vedette, que j'ai mis du temps à arriver. Mais en définitive, il faut du temps. En définitive, c'est pas tellement de temps. Comment est-ce que disait Fugain? Entre Fugain et moi, il y a cette différence de moyens de diffusion et de mécanisation de nos voix, et avec l'aide de la musique. Et c'est vrai, lui, il est à une époque où je dois dire qu'il a été favorisé, parce que d'abord il a du talent, et puis il a de la chance, parce que c'est peut-être plus difficile pour les jeunes aujourd'hui de dire de faire leur place. Oui, parce qu'il n'y a plus de concurrence. C'est ça, c'est ce que je voulais dire aussi à Léo, c'est que c'est un désavantage en définitive de faire partie de notre génération. Il y a beaucoup de gens, d'abord. Il y a plus de candidats. Il y a beaucoup de candidats, mais bon, on peut toujours dire les meilleurs s'y retrouveront. Ça n'est pas uniquement à ça, ce à quoi je veux faire allusion. C'est finalement la note. Je ne crois pas qu'il soit question de vedette. Je ne vois pas, je n'imagine pas bien
Et là, je parle en tant que gars qui fait ce métier. Je cherche comme tout le monde. On attend chaque année une vedette. Cette année, par exemple, je crois qu'on peut dire que Julien Clerc est devenu une vedette. Voyez-vous, à mon avis, je crois qu'il y a là une conjugaison entre le spectateur et celui qui est sur scène ou celui qui enregistre le disque et qui, nous qui sommes du métier, nous échappe. Il y a un truc là qui nous échappe. Il est certain, comme disait Léo, que l'artiste sur scène, il est seul. En plus, n'avez-vous pas remarqué que le spectacle, le show business, c'est même le disque que l'on vend, c'est le seul commerce, si je peux employer le mot commerce, où vous payez d'abord et vous entendez ensuite. Car vous entrez dans un endroit, vous voyez une marchandise, vous payez ensuite. Excusez-moi, lorsque vous rentrez dans un cinéma, vous voyez un film affiché, vous voyez Monsieur Léo Ferré affiché, vous payez votre place et vous n'avez pas encore entendu Monsieur Léo Ferré. Vous payez votre place d'abord et vous entendez Monsieur Léo Ferré après. On achète un livre avant de le lire aussi. Ah oui, mais vous savez, il n'y a pas que le disque. Mais le disque, justement, a une particularité, c'est que c'est le seul produit qu'on achète seulement après l'avoir entendu. Mais on l'entend, C'est une particularité absolue. Oui, ça. Mais malgré tout, c'est un métier, le nôtre, où il faut que le public fonctionne avec vous, n'est-ce pas ? Vous êtes obligé de fonctionner. Bien sûr, enfin oui. ça. Et alors là, les normes de ce fonctionnement, c'est quelque chose de très flottant, de très vague. Non, je crois pas. Vous savez, ce que disait Léo est vrai, et je crois même pour un jeune de talent comme vous avez tout de même senti à un certain moment qu'en termes de métier, on dit ça accroche ou ça n'accroche pas. Donc quand ça accroche parce que vous vous êtes fait... Parce qu'il a fait des belles chansons. Parce qu'il a fait des belles chansons, parce que vous avez payé comptant, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous avez apporté à la personne qui vous écoute, à la personne qui achète votre disque, vous avez apporté quelque chose qui le satisfait. Comme le monsieur qui passe sur scène et qui, à la fin de son tour de chant, a en somme remboursé la place que le spectateur a payée. Je pense, alors, je vais essayer de demander l'avis de Léo, oui. Mais je pense que, bon, ce soir, on est vraiment, Léo et moi représentons l'antithèse de ce qui peut se faire au niveau de la chanson. Avec autant de talent. C'est-à-dire que Léo est un monsieur qui fait de très belles chansons, et des chansons où il s'engage humainement, personnellement très fort, et je pense faire de la chanson de variété, et sans que ça ait une nuance péjorative pour moi. Et il est évident qu'on est obligé de sentir l'accroche. Effectivement, comme vous le dites. Mais Léo doit effectivement aussi ressentir l'accroche d'une chanson sur un public. De la même façon. Oui, mais bien sûr, mais alors ça, c'est l'ABC du métier, ça. Ce n'est qu'une question de maturité, c'est-à-dire qu'on apprend un métier. Et vous avez des gens qui, pendant 15 ans, cherchent à accrocher, n'arrivent pas à accrocher. Bon, il faut qu'ils décrochent. Oui. Il faut qu'ils décrochent. Moi, je suis frappée par la rentrée du musical cette saison. Qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qui remplit les salles en ce moment à Paris? C'est Georges Brassens pour 3 mois à Bobino. C'est plein tous les soirs et Léo peut trouver que ça n'est pas beaucoup de monde. Il y a quand même 150 000 personnes qui auront vu Georges Brassens en 3 mois à Bobino. Il y a eu Léo Ferré à l'Olympia. 3 semaines, tout seul avec un piano. C'était tout de même tout à fait le contraire de ce qu'on avait fait les années précédentes. C'était inimaginable. Et les gens sont venus. Et les gens ont été heureux. Et puis après, Charles Aznavour, 6 semaines à l'Olympia. Je veux dire, Léo Ferré, Charles Aznavour, Georges Brassens. Enfin, on peut dire que ce sont les patriarches triomphants de la chanson. Il y a quand même entre 20... Elle y vient. Nordique. Nous sommes les vieux. Moi, on m'appelle le vieux. D'ailleurs, maintenant, j'ai décidé de m'appeler le vieux. J'ai 56 ans et des mèches. Voilà. Et j'en suis fier. Voilà, Cocatrice, qu'est-ce qui prédestine à la rentrée de tel ou tel chanteur chez vous? Mais tout ça n'est pas... Toute cette histoire, il faut d'abord que je réponde à Daniel Eman, tout ça n'est pas très vrai, parce qu'avant, il y a eu un fou de génie qui s'appelle Paul Naref, qui a du talent, c'est sûr, qui est peut-être difficile à vivre, mais du talent, il en est plein. Et il a fait un énorme succès. Il y a eu Sylvie, qui est un cas. Sylvie fait toujours beaucoup de monde à l'Olympia. Or, tout cela, ça veut dire simplement que notre métier ne ressemble à aucun autre.
Et il ne ressemble à aucun autre, je vais vous dire pourquoi. Parce que il s'apprend, c'est certain qu'on apprend. On apprend à saluer, on apprend à entrer, on apprend à sortir. Mais ce qu'on n'apprend pas, c'est le talent. Et le talent d'un chanteur, c'est le talent d'un homme. C'est le talent d'une femme, c'est un personnage. Si un chanteur n'est pas un personnage dans la vie, il ne sera jamais une vedette. Et si une femme n'est pas un personnage dans la vie, elle ne sera jamais une vedette. Sylvie est un personnage. C'est un personnage, c'est une petite fille. Toutes les filles de 16 ans, de 14 ans, de 18 ans veulent ressembler à Sylvie. Et pour eux, c'est un personnage merveilleux. Après, elle chante avec ses moyens, elle essaie de toutes ses forces de ne jamais les décevoir, elle a toutes les catastrophes, comme une vraie petite midinette, elle s'en sort. C'est un personnage. Aznavour, c'est un personnage. Bécaud, c'est un personnage. Mais Léo Ferré, c'est un personnage. Est-ce que vous voyez Léo Ferré chanter les chansons de Tino Rossi? Il ne peut chanter qu'une chanson. Ce sont celles qu'il a écrites. Parce que les chanteurs sont des tribuns. Quand on parle même de Michel Fugain, dont je connais parfaitement tout le mécanisme actuellement, pour une raison, ça fait 1 an et demi, ou je ne sais pas combien de temps, ou 1 an peut-être, qu'avec tout son big bazar, il est dans les greniers de l'Olympia, il est installé, il a planté sa tente et il travaille. Eh bien, c'est un patriarche. Merci. À sa façon. Il a quelque chose à dire. Ce quelque chose à dire et sa façon de le dire. Il a commencé à essayer de faire partager cet avis à 25, à 30, à 100. Ils ont défilé 200, 300 dans cette salle. Et il en a gardé 30, 40. Pourquoi? Parce que les autres, ils n'avaient pas de pouvoir sur eux. Et puis tout d'un coup, il a eu un pouvoir sur un certain nombre. Et il a fabriqué son Big Bazar, mais parce que lui-même était un personnage. Et je me souviens d'une histoire, et elle est vraie. C'est pour ça que je peux la raconter. C'était une époque où je regardais un peu vers un autre métier, et où je préparais mes élections de maire de Cabourg. Et un soir, Brel vient à la maison, et il nous arrive souvent de souper, à minuit, à la cuisine, et il me dit, tiens, je viens pour que tu me fasses les nouilles. Et on était tous les deux, on s'était pas vus depuis quelques mois, et je lui dis, tout va bien, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, tout va bien. Je dis, tu veux plus chanter? Il me dit, non, pas pour l'instant, j'estime que j'ai dit ce que j'avais à dire pour l'instant. Il me dit, et toi? Je dis, moi, tu sais, ça va peut-être te paraître ridicule, mais je pense peut-être à me présenter comme maire. Il me dit, mais tu as absolument raison. Moi, je peux te le dire. Je suis avant tout un tribun, et c'est tellement vrai que je jure que je serai le premier président de la République, de la première République belge. SVP. Eh bien, pour le moment, notre sondage se poursuit et les mécontents sont 66% de nos correspondants. Ça se stabilise à 66%. C'est descendu, c'est descendu un petit peu. Oui, ça a été à 69. Bon, il y a aussi un débat qui s'est instauré entre nos correspondants et je pense que nous allons le retrouver sur le studio. C'est celui qui oppose la scène et le disque. Certains trouvent que la scène est dépassée étant donné les moyens d'expression moderne et d'autres demandent si, pour faire une véritable carrière, il ne faut pas obligatoirement en passer par la scène. Actuellement, on parle de mécontents. Moi, je voudrais simplement dire que la chanson, finalement, représente strictement l'état d'esprit des gens. Or, actuellement, en France, il y a 66% de mécontents. Voilà. Donc il y a 66% de mécontents dans la chanson. Ouais. Car la chanson, c'est exactement l'image de l'état d'esprit des gens. Or, si on dit 66% de mécontents en France, je crois qu'on doit être très près de la vérité, qu'on est optimiste, que la chanson représente 66% de mécontents à notre époque. Ça vous catastrophe pas, ça? Mais pas du tout, c'est la moindre des choses. Dès l'instant qu'il va y avoir 55% de contents en France, vous allez avoir 5% de type très heureux de la chanson actuelle. Donc ça n'est pas inquiétant. Je crois d'ailleurs qu'on pourrait répondre quelque chose. Parce que c'est quelque chose qui m'a sur le sondage, quelque chose qui m'a toujours frappé. Il y a toujours une grande partie de mécontents
dans beaucoup de domaines, que ce soit pour les programmes radio, pour les programmes télévision, pour les programmes... Il faut dire d'ailleurs que ce sondage n'a qu'une valeur relative, parce qu'il s'exerce sur un petit nombre de gens, et que d'autre part, je pense que les téléspectateurs qui nous ont appelés n'ont pas pu expliquer leur mécontentement. Donc il y a divers mécontentements probablement. Je crois qu'on est dans un régime excessivement démocratique, la chanson est très démocratisée. Il y a des gens qui donnent leur avis et des gens qui ne le donnent pas. Et je crois qu'il faudrait qu'un petit peu que les gens qui n'ont pas l'habitude de donner leur avis donnent un peu leur avis. Les mécontents sont en majorité et donnent leur avis. Les gens sont mécontents. 66% de mécontents sur 100% de mécontents, mais qu'on demande aux ceux qui sont contents de donner leur avis aussi. Moi je crois savoir aussi pourquoi les gens sont mécontents. Parce que j'estime, comme des gens comme Léo, comme Aznavour ou Brassens, on dit tellement de belles choses que c'est dur de redire encore des belles choses. Comme des belles chansons de Beko, il a tellement dit des belles choses qu'on ne peut pas tout le temps dire des belles choses. Et c'est mon avis pourquoi les gens sont un peu mécontents. Ah, vous savez qu'il y a des auteurs, il y a beaucoup de dizaines d'années qui ont dit de très belles choses. Oui. Le sonnet de Ronsard, c'était pas mal. Et ça remonte à quelques années. C'est des siècles, ça, alors. Attendez, on va revenir probablement au sondage, parce qu'il va se poursuivre tout au long de la soirée, mais je voudrais qu'on revienne à la question qui vous concernait au premier chef, à propos de la scène. Est-ce qu'il faut impérativement passer par la scène pour faire une grande carrière ou non? Je crois que c'était la question. Non. Non, mais la sécurité, c'est la scène. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout simple. Parce que la grande compagnie de disques est tout de même beaucoup plus industrielle que la scène, qu'un théâtre. Et par conséquent, cette grande compagnie de disques, si elle a un artiste qui pendant un certain nombre d'années ne vend que 300 disques à chacune de... je ne crois pas qu'elle soit très bien disposée vis-à-vis de ce chanteur. Or, pourquoi est-ce que le chanteur ne vendra que 300 disques par expérience? Eh bien, parce qu'il ne sera pas tombé sur la chanson, sur ce qu'on appelle le tube, ou tout au moins un demi-tube, ou un quart de tube, ou un huitième de tube. Alors... Le tube, c'est la chanson à succès. Oui, la chanson. Il faut de temps en temps donner le lexique, parce que... Oui, bon, tout le monde le sait. Alors que, au contraire, sur scène, on peut ne jamais avoir de tube. Les plus grosses recettes sont même faites souvent par des gens qui n'ont pas de tube. Parce que on sait au moins qu'en venant les voir au théâtre, on ne va pas doubler un plaisir qu'on a déjà eu à la radio ou à la télévision ou au disque. Il est évident qu'il y a des gens qui d'ailleurs ne vendent des disques qu'une fois qu'on les a vus sur scène. Bruno. Moi, je me souviens très bien, je m'excuse de vous couper la parole, excuse-moi Daniel, mais je me souviens très bien d'une expérience que j'ai faite personnellement avec Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, qui était que c'est dur de redire encore des belles choses. Comme des belles chansons de Beko, il a tellement dit des belles choses qu'on ne peut pas tout le temps dire des belles choses. Et c'est mon avis pourquoi les gens sont un peu mécontents. Ah, vous savez qu'il y a des auteurs, il y a beaucoup de dizaines d'années qui ont dit de très belles choses. Oui. Le sonnet de Ronsard, c'était pas mal. Et ça remonte à quelques années. C'est des siècles, ça, alors. Attendez, on va revenir probablement au sondage, parce qu'il va se poursuivre tout au long de la soirée, mais je voudrais qu'on revienne à la question qui vous concernait au premier chef, à propos de la scène. Est-ce qu'il faut impérativement passer par la scène pour faire une grande carrière ou non? Je crois que c'était la question. Non. Non, mais la sécurité, c'est la scène. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout simple. Parce que la grande compagnie de disques est tout de même beaucoup plus industrielle que la scène, qu'un théâtre. Et par conséquent, cette grande compagnie de disques, si elle a un artiste qui pendant un certain nombre d'années ne vend que 300 disques à chacune de... je ne crois pas qu'elle soit très bien disposée vis-à-vis de ce chanteur. Or, pourquoi est-ce que le chanteur ne vendra que 300 disques par expérience? Eh bien, parce qu'il ne sera pas tombé sur la chanson, sur ce qu'on appelle le tube, ou
ou tout au moins un demi-tube, ou un quart de tube, ou un huitième de tube. Alors... Le tube, c'est la chanson à succès. Oui, la chanson. Alors, il faut de temps en temps donner le lexique, parce que... Oui, bon, tout le monde le sait. Alors que, au contraire, sur scène, on peut ne jamais avoir de tube. Les plus grosses recettes sont même faites souvent par des gens qui n'ont pas de tube. Parce que on sait au moins qu'en venant les voir au théâtre, on ne va pas doubler un plaisir qu'on a déjà eu à la radio ou à la télévision ou au disque. Il est évident qu'il y a des gens qui d'ailleurs ne vendent des disques qu'une fois qu'on les a vus sur scène. Bruno. Moi, je me souviens très bien, je m'excuse de vous couper la parole, excuse-moi Daniel, mais je me souviens très bien d'une expérience que j'ai faite personnellement avec Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, qui faisait beaucoup de succès sur scène, n'a pratiquement jamais vendu de disque dans sa vie. Et un jour, le Chevalier a la gentillesse de m'inviter chez lui et me dit, écoute, tu es soi-disant un professionnel, je vais te mettre à l'épreuve, fais-moi un tube. À ce moment-là, j'avais les chaussettes noires, je lui ai dit, on va te faire une chanson, on va te la créer, on va te la bâtir de toutes pièces, et j'ai un groupe qui s'appelle les Chaussettes Noires, on va te mettre avec ce groupe, on va te bâtir la chanson. On a fait la twist du canotier, on a vendu 500 000 disques. Mais c'est parce qu'on a bâti la chanson, on a créé quelque chose qui plaisait au public, qui touchait le public pour différentes raisons, qu'il a pu vendre un disque dans ces quantités-là. Oui, mais malgré tout, je pense que c'est la seule raison qu'un artiste n'est complet. Non, c'est pas la seule raison. Et puis un artiste n'est complet. À mon avis, je suis de l'avis de Bruno, un artiste n'est complet et à n'importe quelle époque, avec des moyens graphiques plus ou moins importants, parce que Chevalier a été une vedette à un moment où le disque balbutiait, n'est-ce pas? Maintenant, le disque est devenu quelque chose d'une qualité tout à fait en très grand progrès, n'est-ce pas? Donc, le cas de Maurice est un cas, je le comprends, c'est très bien, fais-moi un tube. Mais Maurice, au moment où il a demandé de faire un tube, faut dire qu'il arrivait dans la descente de sa carrière, n'est-ce pas? Il n'avait plus la jeunesse et la virulence des années 30, des années 25. Bon, mais je considère, et je suis de l'avis de Bruno, qu'un artiste de toute manière est beaucoup plus complet et beaucoup plus solide, et peut-être il pénètre plus en profondeur dans le public, dans sa totalité, s'il est également très bon à la scène. Disons que c'est parfaitement complémentaire. C'est parfaitement complémentaire. Daniel Emal, je crois. Je voudrais répondre à Bruno. Il parlait de ces tubes. Je crois qu'il n'aurait pas le temps matériel d'engager la vedette de ce tube, qu'elle ne serait déjà plus une vedette. J'ai là, par exemple, le hit parade, les meilleures ventes des variétés 45 tours, qui est un hit parade sérieux du Centre d'information de documentation du disque. Alors, je vois Frédéric François, Ringo Willy Cat, C. Jérôme. Je crois, Bruno, que si vous leur signez un contrat en disant, bon, moi, mon programme est fait pour les 3 prochains mois, je vous engage pour dans 4 mois, ils ne seraient déjà plus là. Ça n'est peut-être pas tout à fait vrai, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont un peu plus de souffle qu'une chanson, dans ce que vous venez de citer. Peut-être, je l'espère pour eux. Bah, mais vous, par exemple, est-ce que vous prenez des risques? Enfin, tu ne les engagerais pas, faut dire la vérité. Faut éclairer le public tout de même. Vous prenez des gens qui sont déjà consacrés. Non, il y a deux réponses à cela. Évidemment, avant tout, l'Olympia, c'est une consécration. Mais, de temps en temps, on fait les idoles des jeunes. Et ce jour-là, on sort 3 vedettes du groupe des idoles des jeunes. Car dans les idoles des jeunes, il y avait Sylvie Vartan, il y avait Claude François, puis encore un autre, je ne sais plus qui, les Tornados. Enfin, cette histoire, cette chanson qui a fait le tour du monde. Inspirateur. Et pourquoi est-ce que, par exemple, je m'excuse de revenir peut-être très loin en arrière, Léo Ferré, mais pourquoi est-ce que, par exemple, Léo Ferré se retrouve chez vous maintenant, Bruno Cocatrix, alors que pendant très longtemps, il n'y était pas? Vous savez, les problèmes entre Léo et moi, on a du mal à faire le point nous-mêmes. On en a parlé un jour. On dit tout ça est un peu bête et ça n'est même pas le mot qu'on a employé, je crois. Non, moi je crois que la raison. Non, mais autrement dit, attendez, je voudrais préciser la question. Si Léo Ferré chante chez vous, c'est parce que vous considérez que maintenant il remplit la salle. Ah, mais je le considérais avant, mais il voulait pas.
Vous avez la parole. Je dois dire une chose, c'est que l'histoire de l'Olympia est pour moi une histoire particulière. Quand je suis passé en 54, j'étais au piano en vedette américaine, et la vedette était Madame Joséphine Baker. Et je suis passé l'année d'après, 55, et Bruno m'a dit, bon, on fait ça, etc. On avait une première partie, les premières parties c'est embêtant parce que des fois ça va pas d'accord avec la vedette, et le directeur de théâtre n'est pas toujours maître de sa première partie parce qu'il y a des contrats, parce qu'il y a des gens qui sont pris, il y a des histoires de date, tout ça. J'ai fait l'Olympia, je crois que c'était 15 jours, je crois. Et je me rappelle. 3 semaines. Oui, peut-être 3 semaines. Et je me rappelle un soir, il m'avait dit, Léo, ce soir, vous voyez, depuis ça a changé, vous avez 10 millions de contrats dans la poche, 10 millions d'anciens francs. Pour moi, c'était extraordinaire. Je gagnais tout de suite, je sais pas moi, je crois que je gagnais 80 000 anciens francs à l'Olympia à ce moment-là. Par quoi? Comment? Par jour. Par représentation. Oui, non, mais je pose la question, c'est intéressant. Non, c'était plus tard, c'était à Bobino. Donc là, je devais gagner 25 000 francs. Oui. Et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Kilo ça. T'en sais rien. Mais, Monsieur Cocatrix, et c'est une des raisons pour lesquelles je parle pas à Bruno en ce moment, je parle à Monsieur Cocatrix, directeur de théâtre. J'ai de l'estime pour lui. Parce que il m'a dit dernièrement, j'aurais pu peut-être, j'avais des ennuis d'argent à ce moment-là parce que j'avais pas perdu de l'argent avec la comédie Comartin, c'est bien comme ça, hein. Peut-être j'aurais pu acheter l'Olympia à lui. Monsieur Cocatrix a des frais considérables. Monsieur Cocatrix n'a pas d'argent. Ce qu'on peut appeler de l'argent pour un directeur d'un théâtre pareil à Paris. Il paye des sommes astronomiques. Il lui faut 1 million, 2,5 millions pour ouvrir pour le matin quand il se lève. C'est une responsabilité considérable quand on pense que ça dure depuis 20 ans. Or, il m'a dit, eh bien, à ce moment-là, je ne le sentais pas bien parce que je me disais, un directeur de théâtre, ça ne peut pas durer plus de 10 ans. Et lui, il y a 20 ans qu'il y est. Et en 20 ans, il a appris aussi à être un directeur de théâtre. C'est pour ça qu'il m'a demandé de venir. Et il y a 10 ans, il était encore... il n'avait pas le talent qu'il a. C'est tout. Et voilà. Vous comprenez? Très bien ce que tu dis. SVP? Eh bien, c'est 68,5% de mécontents. Ah, mais ça augmente. oui, oui. On nous demandait, je crois que c'était Eddie Barclay qui disait pourquoi, je voudrais bien savoir pourquoi ils sont mécontents. Eh bien, je vais le lui dire. D'abord, on trouve que les chanteurs sont nettement moins bons sur scène que sur le disque, et on demande si l'ingénieur du son n'a pas plus de talent que le chanteur. Je crois que c'est un... Écoutez, oui. Ah bon. Allez-y. Je crois que c'est un vrai problème, mais aussi un faux problème. Car en fait, je m'explique, Bruno, soyez sans crainte. En fait, on disait tout à l'heure que la notion de vedette a été complètement transformée entre la génération de Léo Ferré et celle de Michel Fugain. Il y a toujours la même règle de base pour être une vedette, c'est de plaire à beaucoup de gens, on peut dire ça simplement. Et puis le second élément qui est un élément de durée. Il faut plaire longtemps à beaucoup de gens. On peut toujours dire ça. Ça, c'est difficile. C'est très difficile. Non, mais il y a quelque et puis chose la technique même profonde du métier a évolué. C'est qu'avant le temps des micros, il y avait une rampe, il y avait une scène, il n'y avait que ça pour s'exprimer, et il y avait toute une technique purement physique de l'expression vocale qu'on devait apprendre pour pouvoir parler à ce qu'on appelait le paradis ou le poulailler. C'est-à-dire que si on n'avait pas une voix suffisamment bien éduquée pour porter tout au fond de la salle, on ne pouvait pas chanter quel que soit son talent. Et cette limite physique du fait du micro a été supprimée dans les salles de théâtre tout autant que dans les studios. C'est bien que le disque, je crois qu'on doit le considérer bien sûr comme d'abord une traduction de la chanson traditionnelle, mais aussi, de plus en plus, et pour une large partie, comme un produit spécifique. Et qu'il devient à ce moment-là très cruel, et on se demande au nom de quoi, il devient très cruel de demander à quelqu'un qui vient d'enregistrer un disque avec beaucoup de soin,
en dosant ses effets, en travaillant son mixage, de le précipiter complètement en dehors de son aquarium, dans un autre aquarium auquel il n'est pas habitué. Je crois que c'est un élément très important pour comprendre le métier d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi que pour faire une chanson maintenant, pour enregistrer une chanson, on met 3, 4 heures, 5 heures seulement pour 2 minutes et demie ou 3 minutes. C'est-à-dire que pendant 4 heures, il y a un groupe de personnes, dont les ingénieurs dont parlait notre correspondant, qui s'ingénient à mettre la voix en valeur, à rajouter de l'écho, à mettre l'orchestration ou le piano à droite et puis la batterie plus sonore ou moins sonore selon le talent du directeur artistique. Ça, ce sont des efforts considérables au moment de la production du disque. C'est-à-dire qu'on porte l'artiste vraiment, on le met sur un piédestal en fait. En dehors du talent, car le talent, ça, on ne peut pas l'inventer, comme disait Bruno Cocatrix tout à l'heure. C'est impossible. Mais c'est le même métier, on peut dire il faut plaire, mais les moyens ont changé, les techniques ont changé. Il y a de même une chose qui est certaine. C'est simplement ça. Il y a de même une chose qui est certaine, c'est comme le disait Eddy il y a quelques instants, on met quelquefois 4 heures, 5 heures, et vous avez rajouté si ça va bien pour faire 2 minutes et demie de chanson. Tout d'un coup, un monsieur arrive sur scène, ou une dame, il est tout seul devant un rideau gris. On a beau lui mettre des projecteurs, des lumières. C'est à ce moment-là que la personnalité. Mais oui, il éclate. Léo, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. 2 choses. Le talent. Moi, je crois que le talent, je regrette de le dire, mais ça s'apprend aussi. Le talent, non pas quand on est chez soi, parce que quand on est chez soi, figurez-vous qu'on n'a jamais de talent. On a des problèmes de création. Cela dit, sur la scène, si vous me voyez chanter il y a 20 ans, eh bien, j'étais carrément illisible. Il y a des documents, il y en a ici à la télévision. J'ai chanté à la télévision au début. Je savais pas, j'avais peur, je savais pas me tenir. Tenir debout, immobile, c'est difficile. La chose la plus difficile à faire au monde, c'est de ne rien faire. C'est de ne pas faire de gestes. Vous connaissez l'histoire des gestes. Et c'est une histoire drôle. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, etc. Bon, il faut éviter de faire un geste. Et vous savez, il y a quelqu'un qui m'avait appris beaucoup de choses. C'est une femme avec qui j'avais pas eu tellement de contact, parce que entre elle et moi, d'ailleurs, il n'y avait pas eu de contact, en définitive. Elle s'appelait Piaf. Celle-là avait la science du geste. Elle avait des mains admirables. Elle restait comme ça, petite bonne femme, laide et belle dans sa laideur. Et des femmes laides qui sont extraordinairement belles. Et vous savez, je ne suis pas tendre pour Piaf en ce moment, je dis la vérité. Tout d'un coup, elle fait le bras, comme ça. Elle pointait, une fois. 10 comptes dans la chanson. Vous comprenez? Et maintenant, je m'excuse, je tiens un peu le tube. Le tube, alors moi je suis pas d'accord. Un tube, ça se fabrique pas. Un tube, c'est parce que à un moment, il y a quelque chose qui se passe qui fait que les gens achètent le disque. Et vous savez, il n'y a pas de recette du tube. Et je ne connais pas. Il y a ici un compositeur, il y a ici un compositeur, ici un compositeur. Il n'y a pas de gens qui se disent, ah, ce matin, je me lève et je vais faire un tube. Oui. Il n'y a pas de recette, parce que là, il y aurait que des tubes. Mais on vendrait ça chez le quincaillier. Je dis que j'ai dit un jour, si on mettait l'Ave Verum de Mozart dans les machines à sous, l'Ave Verum de Mozart serait un tube. Monsieur Barclay vendrait 500 000 disques, ou 1 million, parce que Mozart, tout de même. Et secondement, l'autre jour, j'ai vu un programme de musique symphonique sérieuse, très sérieuse, qui commençait par l'Adagietto de la 10e symphonie de Gustave Mahler, ce malheureux oublié, et qui a été exhumé de son oubli par le metteur en scène italien Luschino Visconti. Demandez aux gens qui est-ce qui a fait la musique du film, ils vous diront « Ah, cette belle musique de Visconti ». Vous comprenez? C'est un tube. Et maintenant, on joue ça. On ne va pas jusqu'à jouer toute la symphonie. Non, ce serait trop long. On ne joue que le tube. Qu'est-ce que c'est que le tube? Et peut-être, c'est aussi, des fois, la beauté. C'est un moment de rencontre entre le public et le créateur. Vous dites que ça se fabrique?
Non, je dis que ça se découvre. Je suis assez de l'avis de Léo là-dessus. C'est un concours de circonstances. J'en ai eu un par hasard qui s'appelle Popcorn, dont vous avez entendu parler. Bien, c'est vraiment un concours de circonstances. Moi, je veux dire, alors, je m'excuse, alors là, je la chance. Une fleur à Barclay, parce que M. Barclay, c'est lui qui a fait sa maison. Hein. Tout à l'heure, maintenant, il voyage beaucoup, il s'en fout un peu, mais ouais. il a fait sa maison. Il était pianiste, il est toujours d'ailleurs, il était pianiste avec des copains. Il s'est retourné, il n'avait pas d'argent, il avait 50 000 anciens francs, ça se passait en 48, 47, je sais pas. Et il a fait un disque avec des copains en disant je vous paierai, quand j'aurai vendu le disque. Il allait livrer en vélo. Après, 2 ans après ou 1 an après, il avait une Juve A4. Il allait livrer en province. Oui. Maintenant, il a un Boeing, mais il livre plus. Il fait livrer. Mais tout à l'heure, on a posé une question en disant le nombre d'échecs. C'est difficile de répondre le nombre d'échecs parce qu'on ne sait pas en réalité tous les gens qui ont des velléités, aussi bien hommes que femmes, de devenir vedettes. Donc c'est impossible de répondre à la question tout à l'heure. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la Société des auteurs, il y a quelque chose comme 25 000 membres. Et sur les 25 000 membres déclarés, c'est-à-dire des gens qui ont passé un examen et qui font partie de la Société des auteurs, eh bien sur 25 000 membres, combien croyez-vous qui vivent de leur métier ? Je ne parle pas de ce que nous appelons en termes de métier les gros toucheurs, n'est-ce pas ? C'est-à-dire Bécaud, Aznavour, les gros toucheurs. Bon. Parlons simplement de ceux qui vivent de leur métier sur 25 000, et éditeurs compris. Vivent de leur métier, vous en avez 200. C'est-à-dire qui vivent honorablement, gentiment, et qui vivent uniquement de leur métier. Il y a combien de chansons déposées par an ? Oh, ça, je ne sais pas du tout, ça. Je ne sais pas du tout. 60 000. Mais vous savez, par exemple, dans une carrière, moi j'ai écrit quelque chose comme 200 chansons. Et bien, sur les 200 chansons, vous savez, sur 200 chansons, au bout de 25 ans de carrière, quand il vous reste 2 succès mondiaux qui ont eu le bonheur de faire le tour du monde, mais c'est déjà très rare. C'est déjà très rare. Je m'excuse, mais j'ai oublié tout à l'heure parce que j'ai perdu le fil. Je voulais parler à Barclay. L'histoire de cette musique jouée par un cadavre de guitare. Oui. Monsieur Barclay jouait aux boules. Hein, tout d'un coup, écoute, ça c'est extraordinaire. Tout d'un coup, il entend, c'est lui qui me l'a dit. Il entend. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là où il a du talent. C'est là son talent, mais évidemment c'est son téléphone. Talent. Qu'est-ce que c'est? Quel est c'est américain? Bon, il téléphone en Amérique, il achète les droits, et M. Barclay distribue en France cette musique immonde, mais un tube, vous comprenez? Mais oui, mais c'est ça le talent, c'est de découvrir. D'ailleurs, un compositeur, quand il se lève le matin et qu'il écrit de la musique, il doit aussi découvrir. Vous savez, le drame de la feuille blanche qu'il faut remplir, c'est dramatique pour un compositeur. Moi, je parle en ce moment pour les compositeurs qui n'ont pas le bonheur de pouvoir chanter leurs œuvres, n'est-ce pas? Moi, je suis uniquement compositeur, je n'écris pas de paroles, mais c'est très difficile de se dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Il y a le mariage avec la vedette. Par exemple, il y a des airs qu'un compositeur écrit. Et qui lui paraissent vraiment très cheap, très bon marché, très facile, il pense même que ça ressemble à beaucoup d'autres airs. Bon. Et tout à coup, il y a un mariage miraculeux avec une interprète. Je pense à Piaf. Moi, je me souviens de chansons. Bruno, tu te souviens? Elle chantait la lumière du téléphone. Elle chantait la lumière du téléphone. C'est fantastique. Tu te souviens de Bravo pour le clown? Oui. Eh bien, Bravo pour le clown, je n'osais pas aller la lui présenter parce que je trouvais ça ridicule. Et tu te souviens, nous avons fait l'orchestration en 48 heures, elle est arrivée à l'Olympia, et il faut dire que le succès de cette chanson, c'est l'interprète qui a trouvé le geste du clown. Donc, il y a, dans la réussite d'un air, il y a mariage avec l'interprète. Évidemment, quand Léo Ferré s'écrit une chanson, le mariage, il est tout trouvé, puisqu'il est là, il est son interprète. Mais le mariage existe néanmoins, même entre Léo Ferré, compositeur-auteur, et l'interprète Léo Ferré. SVP? Eh bien, 69%. 69% de mécontents. Mais ce qui peut rassurer nos invités ce soir, c'est que, et je le dis à chaque fois lorsque c'est vrai, nous avons rarement eu autant d'appels que ce soir à SVP.
c'est la preuve même que tout le monde est intéressé. Exactement. Exactement. Et je dois dire qu'il y a une autre des raisons du mécontentement que j'évoque, c'est la très très mauvaise qualité et même la vulgarité, dit-on, des paroles d'un grand nombre de chansons que nous écoutons actuellement. J'aimerais savoir pourquoi le public les achète. Voilà, c'est ça qui est important, je crois. C'est que je parlais tout à l'heure... Parce que nous, on expose un disque, on n'est pas obligé d'acheter ce disque. Que M. Léo Ferré dise que le popcorn est une horrible chose. Je veux bien l'accepter, pourquoi pas. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu 1 million d'acheteurs? Ça veut dire 1 million de personnes qui sont rentrées avec un billet de 1000 francs dans une boutique pour aller chercher ce disque. Mais parce que biologiquement, ça correspond à quelque chose. Moi, il m'est arrivé de chantonner cette musique immonde, et je ne peux m'en défaire qu'en prenant volontairement une autre musique, et je prends de préférence Debussy, Ravel ou Jean-Sébastien Bach. Mais je suis... Alors tu es atteint comme tout le monde. Je suis atteint comme tout le monde, mais c'est ça le drame. Vous faites aimer aux gens des choses absolument qu'il faudrait... Oui, croyez-moi, vous faites aimer aux gens des choses qui ne devraient pas voir le jour. Voilà, ça c'est pas possible. Vous comprenez? Il faudrait quelque chose il faut, je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez y faire Mais mon cher Léo, c'est très difficile, mon cher Léo, de se poser là en académie de musique, en disant ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ça c'est une cochonnerie, ça c'est génial. De préférence, vous vous réunissez pour dire c'est bon parce que c'est pas bon. Écoute Léo, tu sais que personnellement je connais la musique et que je sors du conservatoire. Bon, mais moi je dénie à qui que ce soit, mais alors le critère d'une bonne musique et d'une mauvaise musique. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne musique, une mauvaise musique? Vous avez des musiques que les gens fredonnent même en les haïssant. Et vous avez des musiques qui vous paraissent sur le papier. Combien de fois autour d'un piano on s'est trouvé en disant que c'est joli? On se trouve autour d'un piano entre copains, on dit que c'est joli ce truc-là, c'est formidable. Oh, les paroles sont sensationnelles. Et combien de fois, même interprété par une énorme vedette, on s'est ramassé en termes de métier, ça s'appelle se cueillir un bide. Ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. On se cueille des bides avec des chansons qui nous plaisent beaucoup à notre professionnels. Ce sont des musiques qui doivent être senties. Voilà. Non, mais Léo, Popcorn a un alibi. C'est un titre, c'est une mélodie sur laquelle on a dansé. Et les gens qui dansent sur quelque chose tiennent à cette mélodie. Voilà. C'est une mélodie qui a des souvenirs autour d'elle et qu'on aime. Alors moi, je cherche l'alibi du parrain. 40 versions du parrain. Si vous, Louis-Guy, vous pouvez... Non, mais je n'accuse personne. Oui, je voudrais savoir où est l'alibi. Comme ça, c'est un remake. Écoutez, c'est un remake de 10 000 fautes. Moi, je crois que je suis de l'avis de Léo. Là, la réussite du parrain est faite de beaucoup de choses. D'abord, vous avez à la clé, si j'ose dire, à la clé, vous avez un film merveilleux. Avec des interprètes extraordinaires. Pardon, mais le succès du disque a précédé la sortie du parrain. Oui, parce qu'ils sont c'était un succès avant que le film sorte. Parce qu'ils sont très forts. Je voudrais ajouter quelque chose. Alors là, ça a été bien lancé. Alors là, ça a été bien lancé, il faut le reconnaître. Je me souviens avoir fait une opération similaire avec Jamais le dimanche. On a sorti le disque 3 mois avant, mais on savait que le film était très très fort et que ça allait faire un grand succès. Mais Jamais le dimanche, il y a Attendez, vous vous éloignez un tout petit peu de la question. Je pense que c'est pas à dessein, mais vous vous éloignez un tout petit peu de la question qui nous était posée, et qui était peut-être un peu brutalement posée, mais qui consistait à savoir pourquoi en tout cas c'est ce que les téléspectateurs pensent, pourquoi généralement les chansons sont assez vulgaires. Attendez, je voudrais l'avis de Pierre Bourgoin aussi, parce que je pense que vous avez une responsabilité. Enfin, bien sûr. Bon, vous, tous ceux qui lancent sur le marché un certain nombre de musiques. Alors d'une façon générale, comme dit la musique. Non, mais peu importe. Enfin, les exemples. C'est des paroles que les spectateurs ont parlé. En l'occurrence, il s'agit de ça. Il faut répondre à cette question. En fait, quand j'ai feuilleté pas mal de ce que autrefois on n'appelait pas des tubes, mais qui étaient des succès, et les paroles n'ont vraiment rien de très particulièrement supérieur à ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que, en ce qui concerne la chanson très populaire, les paroles ne sont pas plus vulgaires qu'autrefois, elles seront même moins vulgaires. Mais beaucoup moins. Et que d'autre part, Bruno, est le plus important. Bruno, la malédiction de notre métier, c'est que la malédiction de notre métier, c'est que très souvent et trop souvent, le projecteur de la critique est braqué sur cette position avancée qui est la chanson très populaire qui se vend beaucoup, et qu'on oublie que à côté de cette chanson très populaire et très immédiatement comestible, il y a toute une génération d'auteurs, compositeurs et interprètes nouveaux
qui monte et qui est de bien meilleure qualité qu'autrefois. Oui, je crois que c'est important parce que c'est vrai. Tu as parfaitement raison. Et c'est si vrai qu'en ce qui concerne le tube en question, on demande par exemple le popcorn dans une boutique, mais qu'on va demander le dernier disque de Léo Ferré. C'est que tout autre chose. On ne demande pas son dernier titre. On demande l'interprète. On demande le dernier disque de Léo Ferré. C'est qui est complètement différent. Mais bien sûr, mais c'est évident. C'est le phénomène du 33 tours par rapport au 40. Je voulais quand même dire quelque chose. Je crois que tout pays, je vais dire une phrase définitive qui va faire éclater dans les chaumières, mais tout pays a la musique de variété qu'il mérite. Nous avons des stations de radio, nous avons une télévision, enfin deux chaînes de télévision, il y a des émissions de variété, il y a de la radio, il y a des chansons qui passent toute la journée. Ces chansons sont demandées, ne vous y trompez pas, elles ne sont matraquées par personne, quand il arrive des bonnes chansons. Non, je pense que tous les gens qui sont là... Non, pas tous. Denis Escudero. Je suis pas du tout d'accord. Bon, alors attends, Lenny, je vais aller jusqu'au bout. Ces chansons... Pas trop longuement. Non, pour la majorité, ces chansons sont demandées. Vous n'avez qu'à feuilleter tous les hit parades, le fameux hit parade de Daniel. Et vous allez voir que celui-là, il a été fait, et vous pouvez le noter. Je suis un hit parade tous les jours, comme ça, distraitement dans ma voiture, et c'est le hit parade de Besançon, le hit parade de Dijon, le hit parade de telle ville. C'est pratiquement toujours les mêmes. Et vous ne pouvez rien faire contre ça. C'est-à-dire que s'il y a des gens mécontents, qu'ils se plaignent. Non, mais c'est quand même drôle parce que... Je voudrais avoir l'avis de Scudero qui semble pas être de l'avis général. Non. Parce que tout à l'heure, je vais dire d'abord une chose. En ce qui concernait les 66% de mécontents, on a fait une analyse absolument contraire à celle que tu viens de faire maintenant. En disant maintenant le contraire, à savoir que si les gens étaient mécontents, ils s'exprimeraient. Bien. Tu as fait l'analyse contraire tout à l'heure pour les 69% de téléspectateurs mécontents. Nous sommes bien d'accord. L'analyse contraire de celle que tu viens de faire maintenant. Bien. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'avant, il y avait aussi des paroles qui n'étaient pas très jolies. Moi, je vais vous répondre, avant, on n'allait pas dans la Lune. Et depuis, nous avons fait des progrès, nous y allons. Ça n'est pas une raison parce qu'avant il n'y avait pas de jolies paroles, c'est pas une raison suffisante pour que ça continue. Oui, je ne dis pas pour autant que maintenant... Il y en a. Non, je ne dis pas qu'avant il n'y en avait pas et qu'aujourd'hui il n'y en ait pas. Je dis que ça n'est pas une raison suffisante. Non, ce sont des faits qu'on est en train de décrire. Alors là, je suis d'accord. C'est pas une prise de position. Maintenant, je ne suis absolument pas certain, disons que ce qu'on entend d'une façon générale répond toujours à ce qu'aimerait entendre quelquefois le public. Je n'en suis pas sûr. Quand toi tu dis que le public a les variétés qu'il mérite, je ne suis absolument pas d'accord du tout. Parce que tout à l'heure, au début de la discussion, je m'excuse d'en reparler, mais je veux quand même situer ma position, qu'elle soit bien nette. Bien sûr. Aussi bien en ce qui concerne les maisons de disques que dans ce qui concerne les music halls. Moi, lorsque j'y suis arrivé, je n'étais plus un enfant. Je savais que la fonction d'une maison de disques, c'était de vendre du disque. Et je dois dire que jamais on ne m'a forcé la main pour enregistrer un titre quel qu'il soit. Que j'ai toujours eu toute liberté pour le faire. Absolument toujours. Bon, ceci étant dit, je rends à César ce qui appartient à César. Bien. Mais, par contre, que tu puisses dire que le public a les variétés qu'il mérite, alors qu'on sait très bien que lorsqu'on veut lancer un autre produit, parce qu'on est tous d'accord pour considérer que le disque est une industrie, lorsqu'on fait une injection massive de publicité sur un produit, on réussit à le vendre, parce qu'ici, derrière, ce qu'on doit appeler, je crois, le cortex, ça s'imprime. Comme disait Léo tout à l'heure, il se surprend à redonner une mélodie qu'il n'aime pas. C'est également vrai pour le public. Par contre, je suis d'accord pour reconnaître que même si on fait une très très grosse publicité sur un artiste, s'il n'a pas les épaules méritant cette publicité, le jour où on arrête le robinet de la publicité, il s'écroule. Ça, je suis d'accord. Non, mais s'il ne méritait pas, il n'a même pas commencé à exister. Non, mais enfin bref. On ne peut pas imposer un produit artificiel. S'il les a ou il ne les a pas, on les épaules, ne peut pas imposer pour ensuite assumer, disons, la publicité qu'on aura fait sur son nom. Mais c'est faux de dire que tu puisses dire d'une façon catégorique comme ça que le public a les variétés qu'il mérite. Alors là, c'est pas vrai. Tu ne peux pas dire une chose Je crois que vous avez répondu, mais je voudrais donner la parole à Daniel Lehmann. Je crois que vous avez répondu implicitement en disant
disant que finalement, et vous aussi, vous qui êtes directeur d'une firme de disques, en disant on tente le coup. Voilà, vous avez prononcé ça le marche mot. ou ça ne marche pas, mais on fait ce qu'on appelle un matraquage, c'est-à-dire qu'on essaye de passer le disque un certain nombre de fois. Promotion, on appelle ça la promotion. On fait une promotion, appelez ça comme vous voulez, mais je veux dire que peut-être ça n'est pas reçu, Alain peut-être Jérôme a c'est reçu. prononcé le mot de coup. Alain Jérôme, oui, bon, pas moi. Mais personne ici ne peut contester que lorsqu'un coup, et je différencie bien la chanson du coup. Bon, il se trouve que le coup et la chanson sont mariés, mais lorsqu'un coup a réussi, on tente un autre coup. Et puis lorsque ce coup rate, on arrête. Mais il est bien évident, et c'est normal commercialement, je ne fais aucun reproche, car il est bien évident que si les maisons de disques ne gagnaient pas d'argent avec des coûts, elles ne pourraient pas soutenir des artistes qui vendent moins de disques et dont elles pensent que peut-être elles arriveront un jour à en vendre. Elles ne soutiennent pas longtemps, attention. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure, Léon. De ce côté-là, on appelle ça un coucou. Ah, très bien. On ne peut pas révéler de nouveaux talents, c'est pas compliqué. Bien sûr, bien sûr. Mais tout de même, il y a des opérations que l'on tente, qui réussissent. Mais il ne faut pas que les opérations cachent quand même l'ensemble du travail qui est fait en profondeur. Que les opérations aient un aspect commercial. Oui, mais je crois justement. Non, mais je veux dire que la question qui nous intéresse là en ce moment, c'était de savoir ce qu'on imposait. On n'impose pas. Non, mais si, ce qu'on impose, enfin, ce qu'on propose. On essaye d'imposer. J'ai employé un autre mot, ce qu'on propose, si vous voulez. On n'impose pas. Ce qu'on propose pendant un certain temps. Et quand on parle du public, on le considère comme une entité parfaitement homogène. Il y a des publics. Il y a des publics. Il y a des publics. Absolument, comme il y a des chansons. Et lorsque mais vous Michel ne pouvez Fugain tout de dit même... c'est définitif, on a le public a la chanson qu'il mérite, il a raison. Ça devient scandaleux quand il dit le public, c'est-à-dire tous les Français. Non, mais bien sûr. chaque public choisit ce qu'il aime. Vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe dans les radios vers le mois de juin. Je sais. Ce qui Il y a s'appelle tellement de disques qu'on dit posez-les sur la file des l'opération tubes. tube de l'été. Tube de l'été, c'est l'avalanche de tubes de l'été avec un vocabulaire extrêmement réduit qui se borne à plage, soleil, amour, vacances, mer. On peut en citer 12 peut-être, mais ça ne dépasse pas ce stade. Bon, eh bien, les programmateurs se trouvent absolument envahis, ne peuvent plus respirer de tubes de l'été. Savez-vous combien il y en a eu en juin dernier? Non, mais vous allez me le dire. 500. Voilà. Combien? 500. C'est pourquoi il faut bien reconnaître qu'un artiste avec une chanson qu'il a écrite personnellement ou qui a été écrite par une équipe d'un auteur, un compositeur ou un auteur-compositeur seul, un monsieur seul qui a écrit une chanson, paroles et musique interprétée par un autre, ou ce monsieur a écrit cette chanson tout seul et qui vient sur la scène de l'Olympia où, comme disait Léo, on est seul face à un public qui a payé sa place avant de l'entendre, avant de le voir sur scène, ce n'est pas le même métier et c'est un métier, en tout cas en ce qui me concerne, que je trouve fort sympathique parce que là, il faut payer comptant. Là. Et puis alors il y a une chose tout de même qui est vraie, c'est que le disque, bien souvent, on n'achète pas l'artiste, on achète la chanson, on ne sait même pas. Moi, je ne sais pas qui a fait Popcorn. Ah ouais. Et puis, excusez-moi, je connais le parrain qui arrive 3 fois dans les 10 premiers titres, dans les 15 premiers titres, 3 fois, mais excusez-moi, les interprètes de l'autre côté... Tino Rossi, vous ne connaissez pas? Oui, ça je connais Tino Rossi. Enfin, écoutez, le mariage du parrain avec Tino Rossi est un mariage très heureux. Bon, il y a l'histoire, bon, c'est parfait. Oui, mais enfin, c'est tout de même le parrain qui tire Tino Rossi. Malgré que j'adore Tino Rossi, c'est un charmant garçon, que nous aimons tous. Mais il est certain que Tino Rossi n'a pas lancé l'air du parrain. C'est le parrain qui est enregistré par Tino Rossi. Je veux simplement dire une phrase à propos de Tino Rossi. Il fête en ce moment son 40e anniversaire de contrat avec nous et de travail dans la chanson. Je crois que... Mais nous lui faisons tous nos voeux, parce que c'est un homme admirable et charmant. Peu importe l'épisode du parrain qu'on peut apprécier. Non, mais nous parlons en ce moment de tube. Nous disons que le parrain est un tube. On vous croit? Nous disons que le parrain est un tube. Oui, je crois qu'on a bien répondu à la question. Je crois qu'on a bien compris comment ça pouvait se passer. Je propose de passer à une autre question, car sinon on va rester toujours sur ce même point et on n'aura pas répondu à toutes les autres. Le parrain, le savent. Voilà. Il y a une chose tout de même, j'aimerais même qu'on en parle parce que on parle toujours des mauvaises paroles de chansons. Ça vous tracasse? Non, ça me tracasse beaucoup parce que je connais des tas de chansons qu'on me présente comme des chansons bien écrites, bien faites, et que j'appellerais le répertoire pseudo-intellectuel. Et alors ça,
c'est plus affreux et plus terrible que tous les petits vins blancs du monde. Oui, Bruno, par exemple, je vais vous citer un exemple qui va vous amuser. Permettez. Les paroles de La vie en rose qui ont été écrites par Piaf. On peut dire que ce sont des paroles qui ont trouvé, quand tu es dans mes bras, je vois la vie en rose. C'est merveilleux en tant qu'auteur, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est la chanson avec un grand C, c'est-à-dire vraiment le maximum. Bon. Mais lisez bien la chanson. Vous avez ce paradoxe, vous avez le même mot qui rime avec lui-même et prononcé de manière différente. Vous avez, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie, il me l'a dit, l'a juré pour la vie, Donc c'est le mot vie qui rime avec lui-même, vie et vie, Eh bien, je prétends que les paroles de La vie en rose, c'est une réussite fantastique au point de vue auteur, parce que c'est vrai, parce que ça va vers le public, parce que c'est une femme qui a vécu ça. Bon, mais ça ne veut rien dire que ça rime bien, que ça rime mal. Et je lui fais poète-poète, il me fait poète-poète. Et puis c'est une idée. Et c'était l'interprète qui le chantait. C'est de la chanson. La chanson, il n'y a pas de règle dans la chanson. Non, attends les deux, ce n'est pas la même chose. Voilà, mais oui. Ça serait interdit. De chevalier. Moi j'aime les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Ah oui, mais voilà. C'était pas mal. Ah, dis chérie, rejoue-moi-en de la trompette. La trompette. Mais on serait encore là 2h du matin. Si on se mettait au piano, on les chante toutes. Disait le mariage je vais être très court parce que je crois qu'on va arriver à la fin. Non, on n'arrive pas à la fin, mais je voudrais... Des paroles de la musique. Il y a un exemple fatal et qui fait que ni le musicien ni le parolier ne font exactement et ne savent pas qu'ils font un tube. Et je donne l'exemple de Bruno. Bruno, arrête-moi si c'est pas vrai ce que je dis. Bon. Bruno a eu dans ses cartons un jour une musique. Et la musique, ça faisait ça. Tira-ra-ra, tira, tira. Il y a des tas de paroliers qui se sont essayés. C'est-à-dire que si moi je veux voir Bruno dans cette musique, si je n'ai pas tellement de talent ce jour-là, je pourrais dire et je m'en vais en Italie. Il fait pas un rond. Ça, il a trouvé un parolier qui a trouvé les paroles. Et je m'en vais. Clopin. Clopin. C'est ça la chanson. Mais évidemment. Évidemment. Mais attends, c'est beaucoup plus drôle que tu ne penses, c'est que j'avais trouvé Je m'en vais clopin, clopin. Mais après, c'était le vide complet et personne n'a pu continuer la chanson. Et t'avais trouvé clopin, clopin. Et Je m'en vais clopin, clopin. Et alors j'avais compliqué un peu. Toute la chanson, c'est clopin, clopin. J'avais compliqué un peu le système. Il y a le mot qui franchit les barrières, qui va partout. Et quand un artiste le chante à la scène, alors c'est là où il sent que le mot pénètre dans le public. Le mot pénètre. Il en joue. Enfin, on est en ce moment en train de parler de disques de variété, mais n'oubliez pas que les téléspectateurs, qui sont fort nombreux ce soir, achètent, et ça j'en suis absolument certain, certaines catégories n'achètent que du classique, certaines catégories n'achètent que du jazz, certaines autres catégories n'achètent que de la pop musique, etc., etc. Vous voyez qu'il y a un étalage, on est obligé vraiment de fournir, si vous voulez bien, à l'ensemble de notre clientèle mondiale, puisqu'elle est mondiale, on vend aussi des disques français en Amérique, Dieu soit loué, un ensemble d'artistes, de produits qui font que la variété est une chose qui est devenue importante, mais qui n'est pas seule au monde. Oui, mais les jeunes pas cons. Aujourd'hui, et il y en a beaucoup, pas cons, de jeunes. Hein, les jeunes sont beaucoup moins cons que nous l'étions. Absolument. Pas pour moi. Oui, pour moi aussi. J'ai toujours. Bon, aujourd'hui, ils ont du vocabulaire, ils parlent, ils s'expriment très bien. Eh bien, c'est là, ils achètent la musique pop, ils achètent les chansons intelligentes, ils achètent la musique symphonique. Absolument. Ah oui, mais alors ils achètent tout. Alors ça, c'est la génération qui monte là. Tu vois, il faut, voilà, ce que votre devoir. Si jamais vous devez avoir un devoir vis-à-vis de vous-même, parce que j'ai beaucoup horreur de ce mot, à Barclay, à Cocatrix, à M. Bourgoin, votre devoir, c'est d'aller et de creuser un peu dans l'intelligence des gens, parce que tous les gens sont tout de même, et même les plus déshérités, sont tout de même un peu intelligents. À un certain moment, ils sont sensibles. Ils sont des amoureux de la qualité. À des choses je pense belles, ça. sans savoir pourquoi, et sans dire pourquoi. C'est pour ça que vous êtes des malfaiteurs, quand vous favorisez des choses, et je dis ça parce que ça fait partie de votre métier, parce que, comme disait tout à l'heure le petit Fugain, c'est Scudero, il disait, vous vendez du disque, et le disque, c'est un objet.
Vous comprenez? Mais vous savez comment ça coûte Tristan et Isolde, ou Isolde, en prononçant bien. Ça coûte 500 000 francs, c'est-à-dire 50 millions. Ben oui, mais c'est Tristan, merde. Oui, mais avec quoi je vais le payer? Et vous le paierez parce que vous le vendrez. Oui, peu à peu. Surtout si c'est joué par Carayac. Mais Tristan, c'est il y a solide, un équilibre économique. Attendez, on va repasser un petit peu, voir Guy Darbois. Eh bien, amour, toujours, la vie et la vie, eux. Mais n'y a-t-il pas aussi, dans la variété, une place pour la chanson engagée? Oh ben il y a toujours eu de la chanson engagée. Le ça ira, c'était engagé dans le fond. Les plus belles chansons engagées sont celles qui n'en ont pas l'air. Combien de gens savent que la chanson Le Temps des Cerises est une chanson particulièrement insurrectionnelle et anarchiste? La commune. Pas fâché de le dire ce soir. Mais vous avez été... Est-ce qu'on peut dire que vous avez été engagé? Non, parce que j'ai horreur de ça. Vous savez, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est Sartre qui a lancé ce mot-là, l'engagement littéraire. Et d'ailleurs, il s'est trompé parce qu'il est naturellement engagé. Je parle de ça parce que je le considère comme un des hommes les plus intelligents de ce temps. Hein? Bon, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et vous savez, j'ai pas beaucoup d'admiration pour des gens. Hein? Bon. Eh bien, il a parlé de l'engagement littéraire en disant il faut s'engager. Bon, en gros, il le dit mieux que moi, bien sûr. Eh bien, l'engagement, qu'est-ce que ça veut dire? Signer au bas d'une carte pour un parti, ou politique, ou pour des idées. Eh bien, ça n'est pas possible. C'est le mot qu'il faut changer. Moi, je ne suis pas engagé, je suis comme je suis depuis que je suis comme ça. Et voilà. Mais Jean Ferrat, qui est considéré comme un chanteur engagé, est lui-même, c'est-à-dire qu'il pense... C'est un chanteur. Il pense ce qu'il dit, je veux dire. C'est un chanteur, mais je dis, moi, je m'étonnerais beaucoup si Ferrat me disait, je suis un chanteur engagé. Moi, je n'ai jamais trouvé un chanteur qui m'ait dit, je suis un chanteur engagé. C'est pas possible. Engagé à l'Olympia. Non, ça dénoterait un mensonge chez lui. Parce que Ferrat, il écrit ce qu'il a envie d'écrire. Donc il est engagé dans quoi? Il est engagé dans le respect de ce qui lui plaît. Exactement. Donc un engagement, c'est un monsieur qui, dans un but bien précis, qui ne correspond pas à ses idées, écrit quelque chose dans un but. Tandis que monsieur Ferret, tu te souviens au début, on disait que tu étais engagé, tu te souviens? Bon, mais moi j'ai toujours été engagé. Monsieur Ferret n'a jamais été engagé. C'est un monsieur qui écrit ce qu'il a envie d'écrire. Et Ferrat écrit ce qu'il a envie d'écrire. Il n'y a pas de chanteur engagé. Moi, je ne le crois pas. On écrit ce que l'on a envie d'écrire. On va avoir l'avis de Lenny Escudero sur cette forme de chanson. Je pense de toute façon que le fait d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, ça veut dire qu'on est engagé. On est engagé dans ce que l'on aime. Ben oui, voilà. Mais c'est déjà un engagement. Mais c'est déjà un engagement. Je pense que pour un artiste, le fait déjà de ne pas céder à l'opportunisme, c'est quand même un engagement, parce que quelquefois ça peut coûter de ne pas céder à l'opportunisme. C'est l'engagement de faire. C'est même, ça demande un certain courage. Bon, parce qu'on entend toujours par engagement. Non, je comprends ce que tu dis, mais ça n'est pas difficile D'ailleurs, moi, le courage, je ne sais pas ce que c'est. Le courage, c'est naturel, le courage, non? Hein? Si vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas l'homme. Hein? Le courage fait partie de... Moi, j'ai des poumons et du courage. Hein? Toi aussi, tout le monde. Barclay, Cocatrice a du courage. Dieu sait s'il en a lui aussi, parce que depuis 20 ans, c'est pas toujours rigolo pour lui, à travailler comme ça dans un domaine où des fois, peut-être ça lui plaît pas d'être tellement directeur de théâtre des fois. Qui le sait? Est-ce que vous l'avez psychanalysé? Est-ce que vous l'avez pris dans un coin et dire qu'est-ce que tu parles de ton métier? Il peut vous dire, comme il m'a dit l'autre soir, s'il savait que tout ça n'est pas sérieux. Alors, vous comprenez? Le courage, l'engagement, c'est le mot qu'il faut supprimer. L'engagement, c'est un mot politique et c'est horrible. Alors non, on lui donne une c'est le sens du mot. Mais il n'y a aucun mot. Mais le mot, c'est simplement. Mais le mot n'est pas politique. On lui donne une idée politique, l'engagement d'écrire ce que l'on aime. On dit ça en mauvaise part. Dès que quelqu'un fait une chanson intelligente, on dit qu'il est engagé. Mais d'une manière péjorative, on le dit. Voilà. Quoi, il est engagé à écrire quelque chose qu'il aimait. Pour moi, les engagements, ça amène toujours des problèmes d'argent. Parce que où on est engagé à payer à la fin du mois, ou on est engagé pour recevoir à la fin du mois. Bon, en dehors de ça... Est-ce que par exemple, vous accepteriez chez vous des chanteurs engagés? Bon, j'en ai eu des tas d'ailleurs. Où commence l'engagement, où finit-il? Bien sûr. À l'armée française. Je me souviens de Joséphine qui réussissait ce miracle, parce que vraiment c'était un miracle. Elle était toute emplumée avec une robe à traîne, des strass partout, et elle chantait J'ai deux amours, et puis tout d'un coup, avec sa plume sur la tête,
Elle chantait une chanson qui s'appelait « Oh mon Dieu », où il était question du Vietnam, où il était question d'un... Et les gens lui faisaient une ovation, et tout ça avec une plume sur la tête et sa robe à traîne. Et Piaf qui chantait le fanion de la Légion, les salopards sont là, patati et patata. Alors c'était une chanteuse engagée. Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle chantait ça parce que c'était une très belle chanson, et que c'était scénique, et qu'il y avait un effet de... Parce qu'à ce moment-là, la Légion, ça marchait. La Légion, ça marchait, voilà. Non, mais il a raison, Léo, il a raison, absolument. On va faire une chanson sur la Légion aujourd'hui, tiens. Le mot engagé, c'est un mot qui... Tu te ramasses un de ces bides royaux. Ah oui. Non, parce que, bon, on peut toujours en sourire, mais ça existe. Quoi? L'engagement, ça existe, bien. Moi, j'aurais préféré discuter, disons, de la façon de la chanson engagée, de la manière. C'est-à-dire que personnellement, je ne considère... J'ai entendu quelquefois aussi dans cette nomenclature de ce qu'on appelle des chanteurs engagés. Personnellement, je n'accepte pas que dans une chanson on puisse dire l'eau bout à 100 degrés. Si on n'ajoute pas, mais en rentrant à la maison, prenez une casserole, remplissez-la d'eau, faites-la bouillir, mettez un thermomètre dedans, et voyez si elle bout bien à 100 degrés. C'est-à-dire, si c'est pour arriver en disant j'apporte des vérités premières, c'est moi qu'il faut croire, c'est moi qui détiens la vérité, cette sorte d'engagement, non. Mais celui qui ne dissocie pas l'homme de l'artiste, et ne dissocie même pas le citoyen, et pour moi c'est très important, même si apparemment ça vous fait rire, je trouve ça très important, de ne pas s'en écarter. Je ne dis pas pour autant, justement, je viens de le dire, il n'est pas question d'arriver sur une scène en proclamant des idées politiques, mais il est question simplement de se respecter soi-même. Je veux dire, demain, on m'apporterait par exemple une chanson, simplement, vous voyez, ça ne va pas très loin, qui ne me plaise pas. Mais avec la garantie, si ça pouvait exister cette garantie, d'en vendre 5 millions de disques. Si cette chanson ne me plaît pas, je ne la chanterai jamais. Je ne la chanterai jamais si elle ne me plaît pas. Et j'estime que c'est un engagement. C'est un engagement. Oui, voilà. Vis-à-vis de moi, en tant qu'homme, en tant qu'artiste, je me respecte. Et c'est important. Très important, absolument. On s'engage toujours vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que lorsque je suis arrivé dans une maison de disques, je savais que leur fonction c'était de vendre. J'ai eu la chance qu'on m'a laissé toujours enregistrer ce que je voulais, mais je n'ai jamais perdu de vue que leur fonction était de vendre. Il n'y a pas eu de piège. Alors ça peut toujours paraître en contradiction. Je veux dire qu'un artiste, mais moi on me demande pas quelle chanson tu vas enregistrer, j'enregistre ce que je veux, et ensuite bon bah ils essaient de leur vendre, mais je savais que c'était leur fonction. C'est important cette Oui, mais nous parlons tous en gens aisés, il y a tout de même des tas de jeunes dans la chanson qui n'ont pas le choix parce que ils ont besoin d'argent et ils en ont besoin pour vivre alors, dans simplement. Ce cas-là, Bruno, bon alors puisque j'ai eu l'air de prendre un exemple personnel, alors dans ce cas-là je vais le dire, j'estime que j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, je vais vous dire pourquoi j'ai le droit. Parce que moi personnellement j'ai passé 3 ans dans une maison de disques à mes débuts, quand j'ai débuté aux Trois Baudets avec Canetti, pour des raisons qui lui échappaient, c'est-à-dire dont il n'est pas responsable parce que je lui suis redevable de beaucoup de choses et surtout d'avoir appris mon métier sur scène. Eh bien, lorsque je suis arrivé dans cette maison, c'était les débuts du rock. Et dans la maison, on a estimé, on disait avec la gueule qu'il a, des disques de rock, il va nous en vendre, mais on n'en fabriquera jamais assez. Et moi, j'avais balade à Sylvie à Malipance pour une amourette, j'ai dit ce sera ça ou rien. Et je n'avais pas de quoi non plus prendre un ticket de métro. Et pendant 3 ans, ça a été rien. Par conséquent, ça me donne le droit aujourd'hui de dire que je me respecte. Et en tant qu'artiste également. Oui. Et que je n'ai pas cédé. Ça m'aurait été facile de dire je cède. Eddy est bien placé pour le savoir, puisque je suis rentré dans sa maison. Il ne faut pas être trop définitif le même matériel. Des gens. Il y a des gens qui peuvent avoir moins de volonté, ils peuvent avoir un enfant en bas âge, la mère qui est alcoolique, la sœur qui... Oui, mais il est difficile de parler d'artistes. Il est difficile de parler d'artistes qui ne sont pas présents. Alors on est toujours obligé de parler un peu de son cas personnel. Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas être trop définitif. Il est certain qu'il y a des gens de temps en temps qui ne font pas ce qu'ils ont envie de faire. Et on ne peut pas leur en vouloir tellement. Bien, nous allons en rester là, non pas que le sujet soit épuisé, ô combien, mais parce que l'heure est arrivée. Je voudrais peut-être faire une dernière incursion à SVP pour savoir où en est le sondage à 11h30. Oui ? Non, il semble que la liaison soit coupée. Je crois qu'on était resté à 66% de mécontents. 69% de mécontents. Bien.
Merci donc à tous d'avoir bien voulu échanger librement des propos ici dans ce studio des dossiers de l'écran. Merci à tous ceux qui nous ont prêté attention. Et je vous propose de nous retrouver mardi prochain à 20h30 sur cette même deuxième chaîne pour suivre un tout autre débat, puisqu'il sera question cette fois du grand séducteur qu'était Rudolf Valentino. Je pense que pour beaucoup ce nom évoque des souvenirs extraordinaires. Alors vous le retrouverez mardi prochain avec nous ici et avec d'autres invités pour répondre à vos questions. Bonsoir et bonne fin de soirée.